Concernant... Oui. Oui. Vous avez dit que les pédopsychiatres et les psychiatres manquaient. Alors, deux questions. Comment ils pourraient manquer moins? Première question. Et deuxième question, pour vous, dans votre pratique, quand est-ce que ça vous aide, un pédopsychiatre? Quelle est l'aide pour vos patients obèses? Qu'est-ce que vous attendez finalement de pédopsychiatres ou de psychiatres? Moi, j'attends deux choses. Enfin, il y en aura beaucoup plus, mais les deux principales, c'est reconnaître le degré de souffrance de cette difficulté ou de cette différence physique chez l'enfant. Pour moi, ça, c'est important, parce qu'elle est déjà négligée parfois au sein de la famille. C'est-à-dire que quand on pose la question à certaines mamans du comment vous voyez votre enfant physiquement actuellement, est-ce qu'il représente vraiment le modèle que vous auriez souhaité, etc., c'est 90% non. Et puis l'autre, c'est plutôt dans l'intervention au moment d'une prise en charge familiale. Parce que pour moi, solo, ça n'a pas d'intérêt. Alors après, j'étais peut-être un peu lapidaire vis-à-vis de vos collègues sur le désintérêt relatif qu'ils y porteraient. Là, je parle essentiellement au niveau de l'hôpital, ça c'est sûr, où effectivement, après de multiples appels d'offres, j'ai pas beaucoup de force vive à utiliser, et c'est dommage. Mais dans le futur, et à partir de l'année prochaine, avec Maria Bagdali, elle a proposé d'organiser un DU sur les troubles de l'oralité précoce de l'enfant, de l'oralité alimentaire précoce. Donc je pense qu'on aura peut-être matière à collaborer plus facilement. Après, moi, j'attends beaucoup de ce que l'organisation du réseau, avec justement en ville des partenaires qui pourraient être des recours, plus facilement, auxquels on pourrait recourir plus facilement. Et les psychologues, bien sûr, mais c'est après, oui. Après, vis-à-vis des psychologues, la difficulté, vous le savez bien, c'est matériellement. Matériellement, ça reste un réel problème. Si on relaie l'équation précarité-obésité, on est quand même en grande difficulté. Donc c'est vrai que moi, au niveau de l'hôpital, puisque c'est encore une fois ce qui a été demandé en priorité, on a recours aux pédopsychiatres et aux psychologues à l'hôpital, oui, bien sûr, avec le MPEA, avec toutes les structures que vous connaissez sur Saint-Éloi et ailleurs. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de difficultés à proposer en ville des relais. Je le fais, mais je ne peux pas ne pas dire qu'il y aura cet aspect à envisager. Tout comme pour les activités physiques adaptées, puisque je ne suis pas rentrée dans le détail, mais on pourra en parler tout à l'heure, où là on travaille sur un projet au niveau justement du plateau technique, où après avoir évalué les patients, on va peut-être proposer une activité physique adaptée par le biais d'Internet et Skype, qui sera beaucoup moins coûteuse. Il suffira d'avoir un accès Internet et connaître l'utilisation de Skype, avec une cotisation modique de 15 à 20 euros par an, qui permettra à certains enfants qui ne peuvent pas accéder aux activités sportives dans les clubs parce que c'est trop cher, même si sur la ville et la région, il y a quand même des choses possibles, hein, mais il y a des parents qui ne laissent pas sortir leurs enfants de chez eux. Donc ça, ce sera un modèle. Donc ça, on fait l'étude de faisabilité avec Stéphane Mateki sur une vingtaine de patients, et puis après, on communiquera par le biais justement des associations d'activités physiques adaptées. Oui. Oui, bonjour Margaret. Oui. Margaret Dubois, je suis médecin généraliste et on va dire médecin du sommeil, puisque j'ai également des pathologies du sommeil. Juste pour dire qu'effectivement, je suis ravie de voir qu'il y a un réseau qui va de plus en plus collaborer. Pour ma part, je suis concernée par la prévention, certes. Je suis quand même dans la difficulté des fois de faire en sorte que les gens puissent rentrer dans ce réseau, puisque c'est quand même compliqué. À l'hôpital, les délais sont très longs, il faut le dire, hein, malheureusement. On a des fois des rendez-vous plusieurs mois après, donc c'est parfois très compliqué, et c'est difficile de mobiliser et de motiver les gens dans cette difficulté-là. La deuxième chose, c'est que le réseau, il s'améliore quand même. Il y a quand même un pôle sommeil qui s'est créé, vous le savez peut-être, hein, voilà. Donc il n'y a plus que l'hôpital pour effectivement aller enregistrer des enfants qui ont des apnées, que ce réseau à Beau-Soleil, il a une prise en charge pluridisciplinaire, puisque un des médecins qui travaille avec le professeur Avignon participe dans ce réseau sur l'aspect nutritionnel, qu'on a un pneumologue, qu'il y a une neurologue, qu'il y a un ORL, que je participe également puisque je fais de la thérapie cognitive et comportementale chez l'enfant et chez l'adulte, de l'insomnie. Donc voilà, donc
on est quand même nombreux à se mobiliser, de plus en plus, et ça, c'est quand même une bonne chose. Et justement, dans comment dire, le futur annuaire de ressources, c'est évident que là, évidemment, vous figurerez. Et après, on nourrira des partenariats de fonctionnement qui vont fluidifier, là encore, la prise en soin des patients, parce que l'objectif, il est là aussi. Après, quant au délai, je ne veux pas insister, mais la dernière plaque qui faisait allusion, on nous a demandé de mettre en place le CSO, ok, mais c'est à moyen constant. Donc, c'est au sein de l'autre activité, hein, on est clair là-dessus. Donc, c'est vrai que ça complexifie un petit peu. Et là, je me retourne vers M. Perra, ou j'aurais pu en parler peut-être à M. Domi. Je pense qu'il va falloir mettre les moyens d'avoir un peu plus de force vive. Et les délais pourraient être réduits si, justement, en bon partenariat avec vous tous ici, on ne prenait à l'hôpital que les situations que j'ai définies par les différents items tout à l'heure. Parce qu'on est un peu pollué par le recours 2 et le recours 3, donc on ne peut pas ne pas les prendre. Après, on ne les suit plus, ça c'est sûr, on les voit une fois, mais ceux-là, ils polluent un petit peu le délai de rendez-vous. Donc le fait, encore une fois, de spécifier une consultation, donc un jeudi par mois, mais Samarine vous fera après, transmettra les modalités pratiques, ça fluidifiera. Ensuite, après, pour la polysomno, chez le tout petit ou chez le plus grand, c'est complexe, c'est du temps, là aussi, c'est des techniciens qu'il a fallu former, c'est du personnel médical, c'est pas vous que je vais l'apprendre, qu'il faut mobiliser. On a quand même 2 médecins qui se sont formés spécifiquement là-dessus, un cardiologue et un pneumologue pédiatrique. Donc c'est vrai que ça a mis du temps à se mettre en place, et qu'ensuite les sondes c'est coûteux, l'appareillage est coûteux, enfin il y a quand même des contraintes. Et puis on travaille aussi avec des sociétés de services, évidemment, parce que quand on doit mettre un appareillage en ville, à la fin de l'évaluation, ils viennent, et c'est Stéphane Matecki qui s'en occupe, ils viennent pour justement donner un programme à la carte et surveiller à domicile, évidemment, la mise en place de ce matériel. Voilà. Et il faudra faire l'évaluation de l'utilisation de ce type de technique. D'autres questions sur la pédiatrie? Marine ne veut pas d'autres questions, donc vous pourrez les... Vous verrez Claire Jandel en tête à tête Docteur Lefebvre, s'il vous plaît. Donc on va passer effectivement donc à la situation de l'adulte. Donc toujours dans la même philosophie, hein. C'est vrai que l'objet du CSO, c'est pas de prendre tous les obèses adultes, comme c'est pas de prendre en charge tous les obèses enfants, mais d'aider à prendre en charge les cas difficiles, les cas compliqués ou à risque de complications. Et on comprend bien que le mot chirurgie bariatrique se positionne dans cette ambiance-là. Il est hors de question d'opérer tous les obèses, mais il faut sans doute se poser la question lorsqu'on est face à un obèse à haut risque de complications ou déjà compliqué. Et c'est ce que Patrick donc va vous expliquer. Donc le chemin clinique du patient obèse sévère, candidat à la chirurgie bariatrique, parce qu'il est sévère, compliqué ou à risque de complications. Patrick. Merci. Donc on rentre dans le vif du sujet qui a déjà été abordé. Le chemin clinique, c'est quelque chose de particulier qui n'a pas été encore précisé, mais c'est une méthode recommandée par la HAS, validée, qui doit permettre aux établissements de mieux cibler le parcours du patient au sein de son établissement, dans un but d'améliorer la qualité des soins, du service rendu aux patients. Ce que je vais vous présenter va au-delà du strict chemin clinique intra-établissement, puisque l'intérêt, c'est de regarder aussi un peu ce qui se passe en amont. Vous êtes en train d'en parler, là déjà chez l'enfant, et ce qui va se passer en aval. Et c'est pour ça que le partenariat entre le privé et le public a tout son sens, parce que le patient n'arrive pas sans histoire au CHU, par exemple, ou dans un autre établissement. Il a fait déjà des choses auparavant. Il va faire des choses dans l'établissement et il va en faire encore derrière. Et c'est là où, pour les ressources qui nous manquent à tous, il faut qu'on s'aide, qu'on s'entraide pour arriver à optimiser cette qualité des soins. Alors, c'est pas ça. Voilà. Donc, on parle depuis ce matin d'un modèle théorique. C'est la doxa, de la prise en charge médicale de l'obésité, qui peut amener le patient d'abord à gérer avec son entourage, notamment chez l'enfant, avec sa famille, le problème de son obésité. Dans bien des cas, c'est pas suffisant. On va voir le médecin traitant.
et ces contacts, qui va peut-être orienter vers des spécialistes en ambulatoire, des structures spécialisées. Et puis, si les choses vont toujours pas bien, à un moment donné, il va y avoir un recours peut-être à une prise en charge médico-chirurgicale dans un niveau de 2e recours ou un niveau de 3e recours. Donc ça, c'est le modèle théorique qu'on vous a présenté. Il y a bien sûr un lien nécessaire entre tous ces acteurs et des allers-retours possibles. Donc c'est ce qu'on vous a dit, c'est le modèle théorique vers lequel on essaye de tendre. Cependant, la vraie vie. Il y a plusieurs vraies vies et vous êtes ici et je pense que vous avez chacun votre vraie vie dans votre expérience. Dans bien des cas, le patient, il va directement au chirurgien. Il passe pas par le médecin traitant, il passe pas par ci, par ça. Pour différentes raisons, David est pas loin. De toute façon, il serait là, il vous le dirait. Il voit le chirurgien et c'est ce chirurgien-là formé à cette problématique-là qui va pas lancer tout de suite les choses sur la chirurgie, il va pas opérer tout de suite. Il va essayer de relancer un peu le système tel que le modèle théorique le souligne. Et c'est de cette qualité-là que va dépendre toute la suite. Parfois, le chirurgien ou certaines équipes vont lancer un bilan technique rapide, multidisciplinaire, où toute une série d'examens vont être faits, on pourra en discuter. Une RCP va être faite, l'intervention va être faite et le suivi va être fait parfois au minimum. Donc ça, c'est une façon de la vraie vie qui existe, il ne faut pas s'en cacher, qu'on souhaite un petit peu moduler. Je vais vous présenter là une autre vraie vie qui est imparfaite aussi, mais pour laquelle on a réfléchi depuis déjà quelques années avec les équipes. Et on avait dès 2006 commencé à réfléchir là-dessus. Et le docteur Marie Baccarat, qui est là, nous avait écrit un papier pour l'équipe qui associait différentes personnes, et notamment Michel Bonin là, de l'organisation des soins, pour essayer de préciser au sein du CHU le chemin clinique et comment l'améliorer. Alors on est conscient qu'il y a besoin dans le traitement médico-chirurgical de l'obésité de différentes étapes qui doivent être respectées. Chacune a sa spécificité, on pourra y revenir. La phase d'évaluation, c'est tout le travail médico-psychologique, nutritionnel, etc. On y reviendra. La phase thérapeutique, elle est très anesthésie, chirurgie dépendant. Et puis la phase de suivi où on reprend toute l'équipe parce qu'il va y avoir plein de choses à faire la vie durant. C'est une maladie chronique, ça ne s'arrête pas au geste chirurgical. Dans tout ça, on est obligé, je pense, de mixer le privé et le public, tous les acteurs. Le CHU ou un établissement ou une clinique ne peut pas gérer tout l'amont, gérer tout l'aval, il y a besoin d'un travail en collaboration. Donc c'est ce qui est représenté ici, je passe vite. Alors, l'analyse de notre chemin clinique qui a commencé en 2006, et je vais vous présenter un peu toutes ces étapes qui ont évolué dans le temps, il est parti de la réalité d'un côté pragmatique, c'est-à-dire c'est pas le courrier du médecin traitant qu'on attend pour prendre une consultation. Ce qui se passe, c'est la consultation chirurgicale. On va voir le chirurgien, dans les faits, c'est ça. Dans beaucoup de centres, je pense que c'est encore ça aussi. D'où l'importance du message du chirurgien. Et là, avant Nabila, c'était quand même la prise de communication du rendez-vous auprès de la secrétaire, où le patient ou la patiente appelle, elle dit « Allô, je voudrais un rendez-vous ». Et la secrétaire oriente assez rapidement, pour ne pas surcharger le chirurgien, par rapport au référentiel HAS, « Très bien, madame ou monsieur ». Vous prenez un rendez-vous pour une chirurgie de l'obésité. Est-ce que je peux vous demander votre poids, votre taille? Elle calcule l'IMC. Vous n'avez pas d'IMC supérieur à 35 ou de comorbidité. Je vais vous donner rendez-vous avec des médecins qui s'occupent de cette prise en charge médicale de l'obésité. Et donc, c'est un filtre important pour ne pas surcharger nos chirurgiens à ce niveau-là. Dans certains cas, la patiente ou le patient sont redevables de cette chirurgie et c'est là où le chirurgien va les voir et va, conformément aux recommandations de la HAS de bonne pratique, donner une information assez complète avec des documents papier, une information, des schémas, etc. Commencer à voir un petit peu comment prendre en charge le patient avant l'intervention, donc il va lui parler d'un certain nombre de choses à réaliser.
Et dans notre parcours initial, dans le chemin clinique, c'était dévolu au service d'endocrinologie, au moins avec une évaluation pluridisciplinaire qui se faisait en hospitalisation de jour. On en reparlera cet après-midi. Suite à cette évaluation, il y a toujours une réunion de concertation pluridisciplinaire qui évalue tous les dossiers. Et dans les bons cas, il y a un feu vert qui permet aux patients de revoir le chirurgien et de programmer la phase de prise en charge thérapeutique, le geste chirurgical, avec l'accompagnement habituel recommandé et le suivi. Bon, ça c'est aussi un modèle un peu théorique où tout va bien, le patient a vu le chirurgien, l'évaluation se fait bien, la RCP valide, c'est le feu vert et ça suit. En pratique, là aussi, dans la vraie vie, bon, ça c'est ce qu'il doit faire. Dans la vraie vie, quand beaucoup de patients qui arrivaient après l'évaluation multidisciplinaire avaient un feu orange, c'est-à-dire qu'ils ne remplissaient pas les conditions requises pour aller plus loin. Et pourtant, ils avaient fait allô, ils avaient attendu que la secrétaire réponde, ils avaient attendu surtout le délai pour la consultation avec le chirurgien, ils avaient attendu le délai pour l'évaluation multidisciplinaire, ils avaient attendu le délai que les médecins se réunissent pour faire la RCP, ils avaient attendu que la secrétaire envoie un compte-rendu, etc., etc. Tout ça pour arriver en disant, on peut pas vous opérer. Grosse déception, qualité des soins pas optimum, temps un peu perdu. Donc face à ça, dans cette première étape, on était amené à reprendre une prise en charge qu'on va appeler sommairement médico-psychologique, nutritionnelle, des patients pour les faire repasser dans une deuxième étape pour essayer de valider l'indication dans certains cas et de repartir sur la prise en charge mentionnée préalablement. On s'est rendu compte, et on vous en parlera tout à l'heure avec les RCP, qu'il y avait dans nos premiers temps au moins 50 à 60% des patients de la cohorte initiale qui étaient réfutés en RCP parce qu'ils n'étaient pas prêts pour une chirurgie. Donc l'idée c'est d'essayer d'améliorer un peu ce pourcentage. Donc avec cette roue que vous connaissez peut-être, on a réanalysé un petit peu notre parcours. Et puis entre-temps, il y a eu des modulations dans la prise en charge du patient et notamment l'éducation thérapeutique qui nous a fait changer un petit peu notre prise en charge. Donc sur ce chemin clinique qui est resté à peu près identique, qu'est-ce qu'on a fait ? On a essayé de mettre de l'éducation thérapeutique. Alors ça n'existait pas en tant que tel en 2006 quand on a commencé le chemin clinique, ça s'est formalisé un petit peu après. Et c'est aussi avec cette réflexion-là que l'on a pu inclure de façon beaucoup plus nette les partenaires libéraux, notamment les endocrinologues, les médecins nutritionnistes, pour que quand le chirurgien voit le patient, lui explique un petit peu son parcours, au lieu d'attendre le feu vert ou le feu orange de la commission, il y ait un travail qui soit fait très tôt dans sa demande de prise en charge médico-chirurgicale, avec ce qu'on appelle un bilan éducatif partagé, on vous en parlerait aussi cet après-midi, et personnalisé, mais surtout un certain nombre d'actes utiles à l'éducation thérapeutique du patient, réalisés, et c'est là tout l'intérêt d'un réseau en quelque sorte, de partenariat avec différents acteurs privés ou publics, qui vont en dehors du CHU ou au CHU par exemple, travailler auprès du patient pour améliorer sa connaissance, son comportement et réaliser aussi toute une série d'examens complémentaires. C'est souvent le plus simple à faire. Le CHU propose, et d'autres équipes aussi, des ateliers thématiques pour aborder ce qui fait un peu la spécificité de la préparation à la chirurgie. Ce qui nous permet, lors de l'évaluation pluridisciplinaire, d'avoir outre l'évaluation technique médicale, une évaluation un petit peu des acquis et d'essayer donc d'avoir un petit peu plus de feu vert pour aller à la RCP. Hop. Et donc, plus on a de feu vert, et avec le temps, ce parcours mixte de chemin clinique et d'éducation thérapeutique nous a permis d'approcher un peu plus tôt dans le parcours le patient, même si entre la consultation initiale auprès du chirurgien et la date opératoire, il se passe bien souvent entre 6 et 12 mois pour différentes raisons. Certaines sont totalement souhaitables, d'autres sont liées peut-être au manque d'acteurs, de disponibilité, etc., mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Ces acteurs...
Voilà. Ces acteurs, ils sont mentionnés là, donc on les a déjà cités. Je vais essayer de gagner un peu de temps en ne citant pas tout le monde, comme ça j'oublie personne. Ça, c'est bon, la thématique avec, comme on est dans la doxa, on met le médecin généraliste au centre. Là aussi, on pourra en reparler, mais c'est difficile de le mettre au centre, mais on va y arriver. Et puis ça, bon, c'est quelques têtes, parce que c'est quand même des hommes et des femmes qui travaillent à faire tout ça. Et puis, il y a d'autres têtes qui ne sont pas là, mais que vous verrez probablement au cours de la journée. Voilà pour un exemple de partenariat privé-public avec des endocrinologues libéraux, le personnel hospitalier, notamment la clinique aussi de Ganges avec qui on travaille, le centre médical mutualiste. Tout ça, on a pu faire un certain réseau là-dessus. J'ai gagné du temps. Merci.